Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du XXe siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Australie. George David Silver est né à Homebush, près de la ville de Mackay, dans l'état du Queensland, en Australie. Ses parents sont arrivés dans le pays depuis le Sri Lanka, qui s'appelait alors Ceylan, lors de la ruée vers l'or des années 1870. La famille était très religieuse et, dès l'enfance, George trouvait du réconfort à l'église. Avec le temps, il est devenu une sorte d'habitué, une présence appréciée, et on l'a affectueusement surnommé la mascotte de l'église. Au fil des années, alors que George atteignait l'âge adulte, il trouva du travail comme ouvrier agricole sur la vaste étendue d'Alligator Creek, un avant-poste isolé à 20 miles de Mackay. Son employeur était un homme nommé Charlie Ching, d'origine hongkongaise, qui était lui-même venu en Australie à l'époque de la ruée vers l'or. Sa femme, Agnès, était originaire de la ville de Barnstable, en Angleterre. Lorsqu'ils se sont mariés, ils vivaient à Mackay, où ils tenaient une petite boutique au service de la communauté animée avant de déménager à Rockhampton, où ils sont restés pendant 14 ans. En 1905, attiré par le cadre familier de Mackay, le couple s'est lancé dans une nouvelle aventure en se consacrant à la culture de la canne à sucre. En 1908, il s'était installé dans le havre paisible d'Alligator Creek, entouré par la beauté verdoyante du paysage australien. Ils vivaient dans une maison modeste avec leurs 4 plus jeunes enfants, les 2 aînés étant déjà partis. La maison n'était pas du tout grande, c'était une habitation assez simple en tôle ondulée, avec un sol en terre battue. Et, chose étrange, la cuisine était séparée du reste de la propriété. Mais malgré leur mode de vie modeste, ils vivaient dans des conditions bien meilleures que George Silver. Bien qu'il ait été élevé comme un membre respecté de la communauté, il avait grandi dans un foyer très pauvre. Néanmoins, cela ne l'empêchait pas de nourrir l'espoir d'épouser la fille aînée de Monsieur et Madame Ching, une jeune femme de 17 ans nommée Maud. Il n'en avait jamais parlé à Monsieur Ching. Au lieu de cela, il s'était confié à un voisin, exprimant son intention d'acheter un terrain à son père et de construire une maison afin de pouvoir épouser Maud et qu'ils puissent ainsi fonder leur propre famille. Cependant, le voisin a remis en question son aptitude au mariage, répondant cruellement « Tu ne peux pas te marier. Tu n'as pas d'argent, pas de couverture, pas de pantalon convenable. Comment une fille voudrait-elle t'épouser ainsi ?» Sans surprise, les espoirs du jeune homme ont de nouveau été rejetés par Monsieur et Madame Ching. Maud aussi a repoussé ses avances, mettant fin à ses espoirs de mariage, de maison et de famille à lui. Confronté à des rêves brisés et le cœur lourd, son désespoir grandissait. Le vendredi 17 novembre 1911, Monsieur Charles Ching annonça qu'il se rendrait au moulin de Plain Creek pour des provisions, et pour le salaire de George Silver. Il a dit qu'il serait absent presque toute la journée. Lorsque Monsieur Charles Ching revint, un sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Il s'approcha de sa maison pour trouver George Silver qui traînait dehors. La porte était solidement verrouillée. Monsieur Ching demanda à son ouvrier agricole s'il savait où était sa femme, et George Silver répondit qu'il pensait que Madame Agnès Ching était partie avec les enfants rendre visite à un voisin. Monsieur Ching trouva cela étrange, et l'explication de l'absence d'Agnès et des enfants ne lui semblait pas tout à fait crédible. Mais au lieu d'aller les chercher, il se retira dans la modeste cuisine pour prendre un thé. Et, avec son ouvrier agricole, il attendit le retour de Madame Ching. Mais elle ne revint pas. Au fil des heures qui s'étirèrent dans la nuit, et à mesure que les ombres s'épaississaient, l'inquiétude de Charles grandissait. Ce n'était pas dans les habitudes d'Agnès de partir sans lui dire où elle allait. Il faisait nuit, il décida donc d'aller la chercher. Accompagné de son ouvrier agricole, il frappa aux portes des propriétés voisines, pensant peut-être qu'Agnès n'avait pas vu l'heure passer et profitait d'une conversation avec un voisin. Dans chaque maison visitée, on lui disait qu'Agnès et les enfants n'avaient pas été vus. Au fil du temps, il devenait de plus en plus anxieux. Finalement, les 2 hommes sont retournés à la maison et M. Charles Ching continuait à se demander où sa femme était allée. Il a demandé à son ouvrier de tenir une lanterne pendant qu'il brisait une fenêtre et entrait dans la maison. Mais lorsqu'il est entré, il a été accueilli par quelque chose qui a déchiré jusqu'au plus profond de son âme. Sa femme de 45 ans, Agnès, sa fille de 17 ans, Maud, son fils de 5 ans, Huey, et sa fille Winnie, qui n'avait pas encore 2 ans, gisaient sans vie. Leurs corps étaient placés côte à côte dans une sorte d'étreinte macabre, recouverts d'un drap sur lequel était posée une Bible. Sous l'emprise du désespoir, Charles Ching se retrouvait à observer une tragédie qui semblait dépasser l'entendement. Il était désormais accablé de chagrin et d'incrédulité.
En observant mieux, il vit qu'Agnès et Maud avaient été tuées et que les 2 enfants semblaient avoir été frappés et jetés contre le mur. Chaque vie perdue dressait un portrait saisissant d'une brutalité insensée, qui laisserait une tache indélébile sur la conscience collective de tous ceux qui avaient été témoins d'une telle cruauté. Monsieur Ching, submergé par le choc, envoya son ouvrier agricole à la propriété voisine pour demander de l'aide. Les moyens de communication étaient rares et on constata vite que les lignes téléphoniques étaient hors service, sans doute coupées par l'auteur du crime. À la place, le voisin fournit à George Silver un cheval afin qu'il puisse se rendre au poste de police et prévenir les autorités dans l'urgence. On ne savait toujours pas où étaient les 2 autres enfants Ching, bien que leur cartable soit sur la table. Monsieur George Silver est parti avec un baluchon et n'a pas été très rapide pour aller à Mackay. Arrivé au poste de police, il a appris que l'officier de service avait déjà été alerté grâce à une communication transmise par quelqu'un. George a quand même pu lui dire qu'il pensait que le crime venait de brigands de grand chemin. L'inspecteur Sweetman, accompagné d'autres agents, s'est immédiatement rendu à la maison et a inspecté les lieux. Des volets tachés de sang témoignaient de la violence qui avait frappé la maison des Ching. Le lendemain, une autopsie a été pratiquée sur le défunt par le docteur William Hoare, médecin officiel du gouvernement. Il a confirmé que Madame Ching et sa fille Maud avaient été tuées par balle, tandis que les 2 autres enfants sont morts de blessures causées par de violents coups. La police a interrogé les voisins, qui ont déclaré avoir entendu des coups de feu vers 2 ou 3 heures, mais comme c'était courant, ils n'y ont pas prêté attention. Dans le but de retrouver les 2 enfants disparus, l'expertise d'un pisteur australien natif nommé Charlie Dickton a été sollicitée. Au milieu du paysage vaste, son œil avisé a trouvé des traces de pas, ce qui a rapproché l'équipe de recherche de la résolution du mystère entourant leur disparition. À 1,5 miles de la ferme, ils ont trouvé les corps d'Eddie Ching, 9 ans, et de sa sœur Dolly, 7 ans. Eddie avait été abattu tandis que sa sœur avait été battue. Des empreintes de pas s'éloignaient de la zone. Les enfants de l'école d'État d'Alligator Creek étaient bouleversés, leur innocence brisée par la réalité de ce qui était arrivé à leurs camarades alors que la nouvelle se répandait dans la cour. Cela a jeté un lourd sentiment de tristesse sur l'atmosphère autrefois animée, alors que chacun peinait à comprendre l'ampleur de la tragédie. Alors que l'enquête s'intensifiait, le sergent détective Thomas Tate est arrivé de Townsville pour prendre en charge l'affaire. Il ne tarda pas à nourrir des soupçons à l'égard de l'ouvrier agricole George David Argent, dont chaque geste, selon le sergent détective, paraissait étrange. Il remarqua qu'en l'interrogeant, ses réponses étaient souvent contradictoires. Au début, le récit de M. Argent concernant sa localisation le jour du meurtre semblait assez simple. Il affirma que lorsque M. Ching avait quitté la propriété, il était en train de tirer sur un faucon avec le fusil de M. Ching. Et il avait ajouté qu'il avait passé l'après-midi à se reposer à l'ombre d'un arbre près de la voie ferrée. Au fil de l'enquête, de plus grandes incohérences dans ses déclarations ont émergé, remettant en cause la crédibilité de son récit. L'arbre qu'il avait mentionné, censé lui servir de refuge, restait introuvable. Et lorsqu'on lui a demandé de le montrer aux agents, il en a été incapable. Il a aussi dit à la police qu'il pensait qu'un travailleur migrant était responsable de ce crime terrible. Lors de l'interrogatoire du travailleur migrant, de nombreux témoins ont confirmé sa localisation. Toute la journée, la police a dû démêler un labyrinthe de mensonges et de demi-vérités. Un rayon de clarté est apparu grâce au témoignage de Grace Carey, une jeune écolière qui a déclaré aux agents avoir vu M. Silver le 17 novembre. Elle se souvenait qu'il portait un pantalon kaki et une chemise bleue, et qu'il parlait aux enfants Ching près de chez eux. C'était étrange, car les agents avaient noté que lorsque M. Silver était arrivé au commissariat ce jour-là, il portait un pantalon sombre. Bien que cela puisse sembler anodin, cela a renforcé les soupçons à son égard. Les gens ont commencé à penser qu'il en savait plus sur ce qui était arrivé à la famille Ching qu'il ne le laissait paraître. Une avancée a eu lieu lorsque George Silver a avoué au sergent détective qu'il avait brûlé des vêtements tachés de sang animal. Interrogé sur ses actes, il a dit craindre d'être injustement impliqué, puis a mené la police à l'endroit où il avait jeté les vêtements. De plus, parmi les restes calcinés se trouvait un revolver que M. Silver affirmait avoir acheté à Brisbane. Cependant, M. Ching a reconnu une arme à feu comme appartenant à sa défunte épouse. Les empreintes trouvées près du lieu où 2 enfants Ching avaient été retrouvés ont été comparées aux bottes de George Silver et correspondaient parfaitement.
Après 5 jours, le sergent détective Thomas Ted jugeait qu'il avait assez de preuves pour interroger plus en profondeur Monsieur George Silver. Quand les habitants ont appris qu'il était à nouveau interrogé par la police, la suspicion et l'indignation ont augmenté. Il y eut des appels à la justice pour la famille Ching. Craignant un éventuel retour de bâton de la communauté, il a finalement cédé à la pression et a avoué le crime. Dans sa confession, il a impliqué 2 voisins nommés Dooley Kahn et Charles Butler comme étant également responsables des meurtres. Cependant, après une enquête approfondie, les autorités n'ont trouvé aucune preuve soutenant sa déclaration selon laquelle il aurait eu des complices. En mars 1912, George David Silver a été traduit en justice pour faire face à la grave accusation de meurtre. L'affaire avait suscité un intérêt public considérable, attirant l'attention de toute l'Australie. Alors que la communauté locale retenait son souffle, espérant que justice soit rendue pour les vies perdues et l'innocence volée, la salle d'audience était bondée de journalistes, de curieux et de citoyens inquiets. Le crime pesait toujours sur le cœur des habitants de la ville. Monsieur George David Silver a été inculpé pour un seul des meurtres, car cela suffisait à entraîner la peine de mort. L'accusation a dressé un tableau glaçant, alléguant que le mobile de l'accusé résidait dans un désir de vengeance déformé, né du refus de son intention d'épouser mademoiselle Maud Ching. Au cours de la procédure judiciaire, divers témoins d'Alligator Creek, y compris des voisins et des habitants locaux, ont apporté leurs témoignages. Parmi eux se trouvait Pierre-Antoine, un voisin qui a raconté un incident impliquant l'accusé. Selon M. Antoine, il avait dit à M. Argent qu'il avait entendu dire que M. Ching causait parfois des problèmes en ne payant pas les salaires de ceux qui avaient travaillé pour lui. Il a déclaré au tribunal que M. Argent avait répondu « S'ils me causent des problèmes, je leur en causerai aussi ». M. Antoine a alors dit qu'il avait demandé à M. Argent comment exactement il leur causerait des problèmes. Ce à quoi M. Argent a répondu « Je vais probablement en tuer quelques-uns ». Malgré la perception publique largement répandue de sa culpabilité et la multitude d'allégations et d'accusations portées contre lui, Georges Argent a continué d'affirmer qu'il était innocent, mais a choisi de ne pas témoigner pour sa propre défense. La salle d'audience s'est transformée en champ de bataille verbal, les avocats de la défense contestant vigoureusement l'accusation. Ils ont mis en doute l'intégrité des preuves, accusant les autorités de coercition et de dissimulation. Ils ont déclaré que leur client n'avait avoué que parce qu'il avait été frappé en garde à vue par des policiers, ceux-là même chargés de faire respecter la loi. L'accusation a indiqué au tribunal que l'accusé n'était pas arrêté à ce moment et avait fait sa déclaration volontairement. La présence de vêtements calcinés comme preuve était intrigante, surtout compte tenu du fait que George Silver avait volé une montre à son employeur, qui fut ensuite retrouvée parmi les restes des vêtements brûlés. Malgré cela, la défense a fermement maintenu l'innocence de son client et a continué de réfuter les preuves contre lui lorsque l'accusation et la défense ont présenté leur plaidoirie finale. Le juge Lucin a pris un certain temps pour résumer l'affaire avant d'envoyer le jury délibérer. Cependant, un changement notable s'est produit chez l'accusé pendant le résumé, car le comportement de George Silver s'est transformé en anxiété et en inquiétude. Le jury n'a délibéré que pendant 20 minutes avant de revenir pour déclarer M. George David Silver coupable. Se tournant vers l'accusé, le juge Lucan a offert à M. Silver l'occasion de s'adresser au tribunal. D'un regard mesuré, il a dirigé son attention vers le jury. Et malgré la gravité du moment, d'une manière posée et d'une voix claire, il a proclamé son innocence. Chaque mot résonnait avec la profondeur de sa conviction, résonnant dans la salle d'audience avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute. Cependant, malgré ses déclarations d'innocence, le juge Lucin l'a condamné à mort. Sans prendre la mesure de la gravité du moment, George Silver resta impassible, n'affichant aucun signe d'émotion perceptible lorsque la sentence fut prononcée. Le verdict fut bien sûr contesté en appel, mais l'exécutif décida que la loi devait suivre son cours. En attendant son exécution à la prison de Bogaro, George Silver fut assisté par son conseiller spirituel. Lorsque le jour fatidique arriva, le 10 juin 1912, il passa ses dernières heures en prière avant d'être escorté jusqu'à la potence. Là, il remercia les gardiens de prison pour leur gentillesse et proclama de nouveau son innocence, affirmant qu'il n'avait reçu aucune justice lors du procès et qu'il s'en remettait à Dieu. La conscience tranquille, il récita le psaume 23 et, ce faisant, la trappe s'ouvrit et George David Silver fut pendu. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours.
et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.